Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce mardi 31 mars. Le Koweït reçoit la 3e conférence des donateurs pour la Syrie. Tamam Salam lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle soutienne le Liban à travers un plan de développement durable pour faire face à la crise syrienne. Nouvelle manifestation du comité de coordination syndicale devant le siège du ministère de l'Éducation à Beyrouth. Après près de 8 mois de répit, ils réclament le vote de la grille des salaires du secteur public. Dernière ligne droite pour faire aboutir les négociations sur le nucléaire iranien et l'incertitude toujours à quelques heures de la date butoir. Les chefs de la diplomatie des grandes puissances et de l'Iran poursuivent d'âpres négociations à Lausanne. Et à suivre également dans ce journal, une semaine après le drame de la Germanwings, les circonstances du crash continuent d'alimenter le débat et la controverse. Les assureurs de la compagnie aérienne mettent de côté 300 millions de dollars. La 3e conférence des donateurs pour la Syrie s'est ouverte ce mardi au Koweït en présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a appelé à ne pas garder impunis les crimes commis en Syrie et a demandé des comptes aux responsables de la crise. Tamam Salam a pour sa part lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle soutienne le Liban qui est en train de succomber sous le poids de plus d'1,2 million de réfugiés syriens. Le Premier ministre libanais ne demande pas seulement des aides directes, mais également un plan élaboré à long terme pour permettre le développement durable de l'infrastructure au Liban. Beyrouth a adopté un plan de réponse à la crise censé être échelonné sur les années 2015 et 2016 et dont le coût est évalué à 2,1 milliards de dollars. L'Union européenne a promis pour sa part de doubler son aide à la Syrie en 2015 par rapport aux engagements pris l'année précédente pour atteindre 1,1 milliard d'euros. La guerre en Syrie est entrée dans sa 5e année. Elle a fait plus de 215 000 victimes, sans compter des milliers de disparus, et a contraint 11 millions de personnes à fuir leur domicile. 4 millions d'entre eux ont quitté le pays. Les familles des militaires libanais enlevés par des djihadistes se disent soulagées après avoir été rassurées par les autorités libanaises sur le sort de leurs proches. Selon le directeur de la Sûreté Générale, les négociations vont bon train. Le général Abbas Ebrahim, qui est chargé par le gouvernement de négocier la libération des militaires, a indiqué que certains points sont toujours en suspens, mais seront résolus. 25 soldats et agents des forces de sécurité intérieure sont retenus depuis début août par le Front al-Nusra et le groupe État islamique, probablement dans la région de El-Sel, dans la Bekaa. 4 autres ont déjà été assassinés, dont 2 par décapitation. Le comité de coordination syndicale a une nouvelle fois manifesté devant le siège du ministère de l'Éducation à Beyrouth. Après près de 8 mois de répit, il réclame le vote de la grille des salaires du secteur public. La grille doit être examinée par les commissions parlementaires avant d'être soumise au vote en séance plénière. L'obstacle majeur reste la détermination des sources de financement. Les principales demandes du CCS englobent notamment le réajustement des salaires des fonctionnaires qui n'a pas été révisé depuis 1996 malgré l'inflation et la cherté de la vie, ainsi que le paiement de l'effet rétroactif à compter du mois de juillet 2012. Un plan de sécurité prévu pour la capitale Beyrouth en est à son stade final. C'est du moins ce que rapporte le quotidien Al-Mustakbal qui cite des sources sécuritaires selon lesquelles ce plan prévoit un déploiement massif des forces de sécurité. Il devrait être lancé courant avril et inclure la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Début mars, des sources sécuritaires envisageaient déjà un tel plan, estimant que l'absence d'objection des parties concernées pourrait être considérée comme un feu vert. Selon le journal, les dirigeants du Parti de Dieu seraient même en faveur d'un tel plan face à l'augmentation des cas de prostitution et de trafic de drogue dans la zone. En avril 2014, un plan de sécurité similaire avait été adopté à Tripoli, un fief sunnite. En février dernier, c'était au tour de la Bekaa. Dernière ligne droite à Lausanne pour trouver un accord sur le programme nucléaire iranien. Les négociateurs n'ont plus que quelques heures jusqu'à ce mardi minuit pour y parvenir. Les délégations américaines, britanniques, françaises, russes, chinoises et allemandes et iraniennes y travaillent depuis plusieurs jours. En échange de l'assurance que Téhéran ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire, la communauté internationale lèverait les sanctions sur le pays. 12 ans après le début des pourparlers, les progrès sont réels, mais il reste plusieurs points de blocage, notamment la durée de la mise sous tutelle du nucléaire iranien, le calendrier de la levée des sanctions, ainsi que la possibilité de les réimposer en cas de manquement de Téhéran. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif ne peuvent pas revenir dans leurs pays respectifs les mains vides
Faute de conforter les opposants à cet accord, il leur faudra, à minima, s'entendre sur quelques points essentiels pour négocier devant leur Parlement une prolongation des discussions en cas d'échec. La date finale pour un texte définitif est le 30 juin. Un raid aérien sur un camp de réfugiés dans le nord du Yémen a fait au moins 45 morts, dont de nombreux enfants, et une soixantaine de blessés. Le camp de Harad a été touché par des raids menés par l'aviation saoudienne dans le cadre de l'opération Tempête décisive. Un porte-parole de l'armée saoudienne a affirmé que Riyad est en train de tenter de clarifier les circonstances de l'incident. L'Arabie saoudite a pris il y a une semaine la tête d'une coalition de plusieurs pays arabes et africains pour déloger par la force les milices chiites houthis qui ont pris le contrôle de vastes parties du Yémen. Dans un instant, nous ferons le point sur les résultats de l'élection présidentielle au Nigeria et un verdict qui s'annonce difficile. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Une semaine après l'accident de l'Airbus A320 de la Germanwings dans les Alpes, les circonstances du crash continuent d'alimenter le débat et la controverse. Le passé psychiatrique du copilote Andreas Lubitz est passé au peigne fin. Sur le terrain, la deuxième boîte noire est toujours au centre des recherches, mais les espoirs de la retrouver sont minces. En termes d'assurance, le groupe allemand Allianz estime que les différentes compagnies vont devoir débourser 300 millions de dollars au total. Au niveau des recherches, les ADN des victimes sont toujours en cours d'identification. Un processus long. Explication. Ici sont faites toutes les analyses qui vont permettre de concourir à l'identification des victimes de la catastrophe, que ce soit par l'ADN, mais également par le dentaire, par le côté médico-légal des choses, s'ils ont subi des opérations avant, s'il y a eu des poses de prothèses, etc., et par les empreintes digitales. Les examens sont très longs parce qu'il y a énormément d'analyses à faire. Le temps de récupération des dossiers antémortem, eh bien, les familles doivent faire des prélèvements ADN, elles aussi, pour pouvoir comparer l'ADN familial avec l'ADN des victimes. Les comparaisons d'empreintes digitales à partir des documents administratifs prennent du temps parce qu'on est dans des conditions dégradées. Les échantillons et les morceaux de corps ne sont pas dans un état qui permette une lecture immédiate et facile. Donc je resterai très prudent vis-à-vis des familles, c'est-à-dire je n'annoncerai certainement pas que nous allons identifier tout le monde. Nous espérons, bien sûr, parce que rendre un corps et rendre sa victime à une famille, c'est pouvoir commencer le travail de deuil qui est très important pour avancer dans la vie, mais je ne garantis absolument rien tant que toutes les opérations analytiques ne seront pas terminées. Le point sur une autre catastrophe aérienne, 8 mois après le crash de l'avion de la Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine. Un appel à témoins accompagné d'une vidéo est lancé par les enquêteurs concernant le lancement et le transport d'un missile Sol-Air Buk. Les enquêteurs examinent cette piste d'un tir de missile qui aurait abattu le vol MH17. Les missiles anti-aériens Buk sont de fabrication russe. Kiev et les pays occidentaux estiment que le Boeing a été abattu par les séparatistes à l'aide d'un missile solaire fourni par Moscou. Moscou qui fait porter la responsabilité sur l'Ukraine, qui dispose également de missiles solaires. L'avion transportait 298 personnes dont la majorité étaient des Néerlandais. Il s'est écrasé dans une zone contrôlée par les rebelles pro-russes. Il n'y a eu aucun survivant. L'heure est au dépouillement au Nigeria pour la présidentielle la plus serrée de l'histoire du pays. Les deux candidats, Goodluck Jonathan, le président sortant, un chrétien du Sud, et Muhammadu Buhari, un musulman du Nord, sont au coude à coude. Selon les premiers résultats officiels, le candidat de l'opposition est donné vainqueur dans 10 États, le président Jonathan dans 8 autres États et dans la capitale fédérale. Mais les résultats de plusieurs États du sud du Nigeria, très peuplés, sont encore attendus. Des marches de protestation ont eu lieu lundi et un couvre-feu a été instauré pour la nuit. Boko Haram, qui menaçait de perturber le vote, notamment au nord-est du pays, en a été empêché. En 2011, l'annonce de la victoire de Goodluck Jonathan avait provoqué des affrontements qui avaient fait 1 millier de morts. Il y a un an, Manuel Valls succédait à Jean-Marc Ayrault au poste de chef du gouvernement français. Il est revenu pour l'occasion sur sa plus grande fierté et sa plus grande erreur de Premier ministre, alors que son camp a échoué ce week-end aux élections départementales. Écoutez. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir tenu le choc avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux face à l'attaque terroriste. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir vu le peuple français
dignes et silencieux manifester autour des valeurs de la République. Et je voudrais au fond qu'on se rassemble davantage autour de ces belles valeurs de la République. Je trouve que le pays est trop divisé, trop fracturé, qu'il y a des mots, des attaques, on l'a vu pendant cette campagne, qui ne sont pas au niveau, qui créent une ambiance dont le pays n'a pas besoin. Et je pense qu'on a besoin, c'est difficile dans cette situation économique que nous décrivions. Nous avons besoin d'apaisement, de rassemblement, d'écoute. En tout cas, c'est pleinement mon état d'esprit. Et la plus grosse erreur? Toujours difficile pour un responsable politique. Oui. Mais c'est bien de dire ces erreurs pour un responsable politique. Plus grosse erreur, c'est peut-être de ne pas avoir intégré encore plus rapidement, mais notamment depuis 3 ans, la question de l'impôt. Je pense que la hausse cumulée des impôts depuis des années, et la droite y a pris une part très importante, mais on crée un effet de ras-le-bol qui a étouffé l'économie française pour les entreprises et qui a mis très en colère les Français. C'est pourquoi nous sommes en train de corriger cette erreur, puisque vous m'obligez à avouer une erreur. La chanteuse libanaise Hiba Tawaji a une nouvelle fois réussi son pari en se qualifiant brillamment le week-end dernier au show en direct du télécrochet de TF1 The Voice. La jeune artiste de 27 ans a réussi à se réserver une place en 8e de finale après avoir remporté l'épreuve ultime face à 2 autres membres de l'équipe de son compatriote et coach Mika. Hiba Tawaji pense-t-elle que The Voice est la bonne plateforme pour lancer sa carrière à l'international? Rencontre à Paris. Oui, je trouve que le français et la musique française est une langue qui permet aux artistes d'être connus sur plusieurs territoires. Non pas seulement la France, sur beaucoup de territoires francophones et européens. Ce qui est très bien pour une artiste qui vient du monde arabe. C'est vraiment un tremplin vers d'autres pays qui est assez large et donc c'est une très, très belle chance pour moi. Rendez-vous donc ce samedi pour les shows en direct. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Koweït reçoit la 3e conférence des donateurs pour la Syrie. Tamam Salam lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle soutienne le Liban à travers un plan de développement durable pour faire face aux conséquences de la crise syrienne. Nouvelle manifestation du comité de coordination syndicale devant le siège du ministère de l'Éducation à Beyrouth. Après près de 8 mois de répit, ils réclament le vote de la grille des salaires du secteur public. Dernière ligne droite pour faire aboutir les négociations sur le nucléaire iranien et l'incertitude toujours à quelques heures de la date butoir. Les chefs de la diplomatie des grandes puissances et de l'Iran poursuivent d'âpres négociations à Lausanne. Et puis une semaine après le drame de la Germanwings, les circonstances du crash continuent d'alimenter le débat et la controverse. Les assureurs de la compagnie aérienne mettent de côté 300 millions de dollars. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.